ça fait partie de l'ensemble, cet ensemble-là, on les appelle les géorisques. Donc, pour la rivière Batiscan, donc, comme je vous dis, là, à peu près une fois tous les 2 ans, elle a une largeur qui est de l'ordre de 250 mètres. Quand il y a une bonne crue au printemps, sa vitesse dans le chenal est de l'ordre de 0,9 mètres par seconde. Donc, ici, je vous l'ai exprimé en kilomètres/heure. Donc, 0,9 mètres par seconde, c'est peut-être 3,3 km à l'heure. Donc, vous pouvez estimer que si vous êtes sur telle distance sur la rivière, vous vous laissez aller, vous allez être une heure plus tard, à telle distance de l'endroit où vous étiez précédemment. Donc, on a un débit de 542 mètres cubes par seconde. Un mètre cube, je vous rappelle, c'est quand même une tonne d'eau. C'est quand même un bon volume. Le risque d'érosion a été estimé élevé et le risque de glissement de terrain élevé également pour la rivière Batiscan. D'ailleurs, une carte de la MRC des Chenaux en 2004 le montrait bien ici. Ici, on reconnaît la rivière Champlain et la rivière Batiscan. Et les zones qui sont en vert, ce sont les zones où il y a des glissements de terrain, où il y a des risques de glissement de terrain. Donc, il y en a ici, il y en a ici, et il y en a ici aussi. Donc, là où passe le léoduc, le futur oléoduc, on est dans des zones où il y a des glissements de terrain qui pourraient survenir. Pour la rivière Champlain, comme je vous dis, ça passe dans une boucle un petit peu au sud du gazoduc. Ici, on voit très bien l'entrée du gazoduc, et c'est pour ça que j'ai reconnu à un moment donné que ce qui était en plus pâle ici, là où il n'y avait pas beaucoup de végétation, c'était le gazoduc. Donc, le léoduc va ressembler à ça plus tard. La rivière Champlain avait cet aspect-là à l'endroit où le léoduc va traverser. On regarde les rives, on voit que les rives sont quand même assez escarpées et puis ça n'a pas l'air trop solide cette affaire-là. Pour la rivière Batiscan, j'ai fait sur Google Earth, j'ai reporté l'endroit où ça traverse et j'ai calculé la distance entre le point au centre du chenal jusqu'à la marina. On a 3,2 km et jusqu'au fleuve, on a environ 4 km. Donc, on peut s'attendre à ce que s'il y avait un déversement, que ça prenne 1 heure, 2 heures, 3 heures pour atteindre le fleuve. Et au pont, on est à 250 mètres environ du pont de l'autoroute 40. C'est ce qu'on voit sur cette photographie-là. Donc, la rive ouest est ici, la rive est est là. Nous sommes à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, mais ceux qui sont les plus, qui risquent d'être les plus touchés, évidemment, ce sont les citoyens de Batiscan qui sont en aval. Je veux juste vous signaler aussi que dans les différents diapositives que je vous présente, il y a un site ici, un lien Internet. C'est un lien qui est très simplifié, mais qui vous permet, en tapant quelques caractères, d'aller dans les documents de TransCanada. Parce que c'est une affaire, moi-même, c'est pas de fou, cette affaire-là. Tu cherches là-dedans, puis il faut que tu reconnaisses dans quel volume, dans quelle section du volume, dans quelle annexe, etc. Alors que quand tu as le nom au complet, c'est beaucoup trop grand, puis on n'y arrive pas vraiment. Fait qu'en les raccourcissant avec le programme Vitry, on y arrive facilement. Donc, ça, c'est la partie au sud, le rang sud qui mène entre Sainte-Geneviève et Batiscan. Donc, on peut voir qu'on a le gazoduc qui passe ici. Il y a différentes propriétés. Est-ce que c'est, il paraît que construction Saint-Arnaud, ou on voit qu'il y a peut-être aussi des fermes à proximité. De l'autre côté, on a un talus, mais c'est quand même assez dégagé. On a des zones plus, je dirais, ça ressemble un peu à des carrières de sable, là. Vous pouvez les voir sur le terrain. Et quand on regarde ce qu'on retrouve dans la rivière, parce que chaque cours d'eau qui est traversé, il y a une petite étude qui est faite par les consultants de TransCanada. La rivière Batiscan, on s'est aperçu qu'il y avait de l'esturgeon jaune qu'il faut vraiment protéger. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas perdre quelques individus, parce qu'on en retrouve de moins en moins. Il y a des différentes espèces de dorées qui sont quand même des espèces sportives qu'il faut essayer de préserver. Mais je pense que vous connaissez sûrement ça mieux que moi, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui aiment de la sève, je crois. Donc, ça c'était, l'étude avait été faite en 2013. En ce qui concerne la traversée, il faut passer
évidemment, l'oléoduc fait 36 pouces, non, 42 pouces. Donc, c'est un peu plus d'un mètre. Et le tunnel, lui, fait 54 pouces pour pouvoir le glisser à l'intérieur, sous le lit de la rivière Vatican. La longueur de la traversée, ça fait 830 mètres. La profondeur, entre 15 et 25 mètres sous le lit de la rivière. Et ce n'est pas dans le roc. Ça va être dans des dépôts argileux, juste au-dessus de ce qu'ils appellent le roc fracturé. Il y a environ 1 mètre ou 2 de roc fracturé. Ils ont déjà fait des forages pour pouvoir faire évidemment des chapeaux, comment je peux dire, pour pouvoir planifier correctement le passage de l'oléoduc. Et sous ce mètre, ce 2 mètres-là, on retrouve du schiste consolidé, qui est du schiste de l'Utica, je crois, pour vérifier. Donc, l'épaisseur à ces endroits-là, c'est-à-dire souvent quand ils font un forage sous les rivières, la conduite est légèrement plus épaisse. Ça fait un pouce, au lieu d'être de 3/4 de pouce, ça fait 1 pouce d'épaisseur. Donc, ils ont déjà prévu 1 pouce d'épaisseur de la conduite sous la rivière Vatican. Il y a des dessins qui sont quand même assez précis. Il y a plusieurs versions. Ça, c'est la dernière version à ce jour. La version, je pense, c'est décembre 2015. Donc, tu sais, les gens, des fois, nous disent « Oui, mais le léoduc, il n'y en aura pas de léoduc. On ne le voit pas, le léoduc. Ça demeure très virtuel. » Mais la compagnie se prépare. Elle se prépare et il y a des centaines de personnes qui travaillent aujourd'hui même, probablement, pour faire des dessins comme ça à l'échelle, pour des dessins d'ingénierie, pour la traversée des rivières, etc., des cours d'eau. Est-ce qu'on va traverser avec une tranchée humide, une tranchée à sec, ou comme dans ce cas-ci, un forage directionnel. Donc, comme je vous indiquais, là, je vais vous représenter ici, on est en profondeur et puis une certaine distance. Ça, c'est le centre de la rivière, le point zéro. Et là, on se dirige vers la rive sud. Donc, l'oléoduc est ici. Et il descend sous le lit de la rivière. À peu près ici, on est à peu près à 20 mètres sous le lit de la rivière. Le lit de la rivière est ici, oui. Et le niveau d'eau, évidemment, est très près du lit de la rivière. Il est à peu près 1 mètre ou 2, parce que la rivière Vatican, cet endroit-là, n'est pas très profond. Donc, on pourrait être peinturé en bleu pour mieux le voir, là, mais vous voyez, c'est cette ligne-là, l'eau est ici. Donc, on est vraiment. L'oléoduc passe vraiment sous le lit de la rivière. Et il y a une certaine courbe qui est donnée qui va aller jusqu'à l'autre rive. Et ce que vous voyez sous l'oléoduc, c'est justement la zone de roc fracturé. Il y a eu des données sismiques qui ont été établies. Ils ont estimé que la profondeur serait celle-là. Et sous cette zone-là, on retrouve le schiste qui est ici en gris. Donc, l'oléoduc passe et remonte de l'autre côté, mais sur une distance beaucoup plus grande. Ici, on est presque à 550 mètres. Ça ressort à 550 mètres du point central de la rivière Vatican. On voit ici qu'on est sur la rive. La rive est ici. L'eau est ici. Donc, on a toute une distance ici. Là, ça ressort pratiquement au-dessus du talus. Et il y a le positionnement des vannes qui est important. Ça, c'est sur une échelle qui, malheureusement, je n'ai pas pu obtenir une échelle avec une meilleure résolution. On a ici le point Trois-Rivières et on a le point Donnacona. Et il y a des zones à risque qui sont indiquées en bleu pâle, comme la traversée de la rivière Vatican, c'est une zone à risque. Et là, on peut voir que 2 triangles inversés vers le bas, ce sont des triangles qui représentent la position des vannes pour pouvoir couper le flux de pétrole en cas de problème. Donc, on peut voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a toute une série de vannes pour le tronçon Trois-Rivières de Donnacona, pour éviter qu'il y ait des trop grandes distances. Par exemple, si on était ici et qu'il y a un problème là, eh bien, on peut imaginer, parce qu'on est en élévation ici, c'est vraiment le profil d'élévation, on peut imaginer qu'il y a une section qui pourrait se vider jusque-là. Donc, s'il n'y avait pas ça, tout ça pourrait. Si le problème se passe juste de l'autre côté de la vanne, il est possible que c'est pendant 1 km ou 2, le contenu de la conduite se vide.
Mais ça, il y a moyen de le calculer rapidement. On prend le diamètre de la conduite pour estimer la quantité de liquide dans la conduite pour un certain nombre de mètres. Donc, en ce qui concerne, et TransCanada a aussi fait des modélisations, parce qu'à partir de la position des vannes et à partir du profil, d'altitude, si on peut dire, de la conduite, ils peuvent estimer quelle va être la quantité de liquide qui va être déversée. Là, vous allez voir, il y a différentes couleurs. Là, en ce qui nous concerne, nous, on est à la rivière Vatican, la traversée est à peu près ici, au bout de la flèche rouge. Évidemment, ça prend un certain temps pour détecter qu'il y a un problème. Donc, il y a un montant minimum qui va être déversé, là, qui est de l'ordre de quelques milliers de litres. Ici, là, je crois que c'est, on est à 4-5 000, 4-5 000 barils, excusez, ce sont des barils. Ensuite, il faut arrêter la pompe, donc un délai pour l'arrêt de la pompe, donc on a encore des barils qui se rajoutent, fermeture de la vanne, etc. Et on peut s'apercevoir qu'à certains endroits, il peut se déverser jusqu'à 20-22 000 litres, 22 000, pas des litres, barils de pétrole. Donc, c'est quand même, on considère qu'à partir de 100-200 barils, ça commence à être, ça commence à être important. Donc, quand on parle de milliers de barils, ce sont presque des catastrophes. À partir de 10 000 barils, on peut considérer qu'un peu partout sur la planète, on va en entendre parler. Là, TransCanada, dans ses différents rapports et ses requis par l'Office national de l'énergie, doivent estimer quelle est la probabilité de déversement. Donc, pas juste la quantité qui est déversée, mais plus. Quelle serait la probabilité qu'un incident arrive? Ils l'ont estimé à une certaine valeur par kilomètre par année. Et sur un tronçon de 1 km, on pourrait dire que selon leurs calculs, il peut arriver un accident à tous les 2325 ans. Donc, si vous regardez la rivière Vatican, c'est environ 1 km. Donc, on pourrait considérer un accident tous les 2325 ans. Le début et à la fin, j'imagine. Hein? Un accident au début et à la fin. Ah oui, peut-être. Il pourrait en avoir deux. C'est une moyenne, mais de toute façon, il faut bien imaginer que l'infrastructure, elle est là pour 50 ans, peut-être 100 ans, mais là, des milliers d'années, c'est un chiffre qui... mais ça donne une idée, quand même, de la probabilité qu'il se passe un incident. Si on a un gros déversement, plus de 10 000 barils, selon leur estimé, on divise par 200. Donc, ça serait un incident important tous les 465 000 ans. Et ça, c'est ce qu'ils ont dit par rapport à la traversée de Vatican. Ils n'ont pas utilisé leur modélisation, ils n'ont pas regardé plus précisément quel serait le risque. Et c'est pour ça qu'on a besoin de chercheurs indépendants pour faire ces calculs-là, puis aller un peu plus profondément, c'est le cas de dire. Parce que on a vu que le consultant Harvey, pour la MRC de Dautré, aussi pour la MRC de Trois-Rivières, a fait ce genre de calcul-là en estimant par exemple, la probabilité qu'il y ait une vanne qui fonctionne mal. Donc, tu as la conduite qui pourrait briser, mais tu as aussi les vannes, tu as des stations de pompage. Les risques ne sont pas les mêmes, mais les risques sont cumulatifs. Donc, peut-être, un peu, je vous souhaite qu'il y ait une étude plus précise en ce qui concerne la traversée de la rivière Vatican ou d'autres rivières dans la région. Mais il y a des choses qu'on sait déjà, c'est que le tracé de la rivière à cet endroit-là change beaucoup avec le temps. Comme vous pouvez voir ici en jaune, c'était en 1955, c'était le tracé de la rivière. On voit sur une vieille photo aérienne. Alors qu'en bleu, c'est le tracé de la rivière actuelle. Donc, il y a quand même le chenal, enfin, le lit de la rivière a changé quand même passablement en une soixantaine d'années. On estime aussi qu'il y a un affoulement vertical. Qu'est-ce que c'est un affoulement vertical? C'est quand il y a des crues, des inondations au printemps, sur quelle distance le lit de la rivière pourrait devenir plus profond. Tantôt, je vous ai mentionné, c'était quelques mètres, mais il peut arriver, et là on estime que sur 100 ans, il pourrait arriver un affoulement, il pourrait arriver que l'affoulement soit de 2,4 mètres. Évidemment, il y a des zones aussi où ça semble. Les deux phénomènes peuvent se produire. Mais un affoulement vertical, souvent, c'est quand il y a un coup d'eau ou une rupture de barrage. Et c'est ce qui était indiqué ici dans la Presse Plus. Il y avait un
professeur de la Polytechnique qui disait qu'on pense beaucoup au barrage, aux crues, mais il ne faut pas oublier les barrages. Il ne faut pas sous-estimer ces risques. Et comme il l'explique, techniquement, on n'est pas encore capable de prédire comment les dommages seront répartis. Sur la rivière, évidemment. Sur place, on peut toujours voir, OK, le barrage cède, qu'est-ce que ça amène comme coup d'eau, mais 10 ou 15 ou 20 km plus loin, c'est beaucoup plus difficile à prédire quel va être l'impact en aval. Autre chose, les glissements de terrain, c'est comme ils disent, c'est que paradoxalement, les chantiers pour justement faire passer le léoduc peuvent augmenter les risques de glissement de terrain, explique le professeur Silvestri. Certaines traversées sont dans des zones où les glissements sont actifs. Quand ils vont faire les travaux, ça va empirer. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut être attentif. Là, vous allez me dire, tant mieux, à ce moment-là, il n'y aura pas de pétrole. Mais quand même, je crois que TransCanada serait dans des mauvais droits. Il serait obligé de dire, oh, on n'a pas choisi le bon endroit, il faudrait qu'on se mette ailleurs. Si ça devait arriver encore, la compagnie aurait une mauvaise presse. Les aquifères à Vatican, ce texte-là, je l'ai trouvé dans le plan d'urbanisme de la municipalité de Vatican. On parle d'une station de pompage qui est située près des puits qui sont sur les lots que je vous ai mentionnés tout à l'heure, 219-220. Et il y a une conduite d'eau qui mène sur la route principale et distribue l'eau potable dans la municipalité. Cette conduite se prolonge à l'ouest jusqu'à la route Picardie, jusqu'au rang Saint-Mars. Je crois que c'est pour alimenter plus le secteur Champlain, j'imagine. On provisionne la 50 de la Pérade par ce coin-là. Puis on distribue aussi un petit peu d'eau à Saint-Geneviève. À Saint-Geneviève. Et à l'occasion, on fournit aussi de l'eau à Champlain. D'accord. Donc vous êtes vraiment. On est en sport. OK. Et comme c'était mentionné aussi que la municipalité a fait réaliser une étude hydrogéologique déterminant les indices de vulnérabilité. Je n'ai pas pu mettre la main sur cette étude-là, mais si j'avais pu le faire, on aurait pu, à partir des indices drastiques, comme on les appelle, peut-être établir. Parce que ce qui est important surtout, c'est de savoir quels sont là ici, c'est pour la région de Trois-Rivières, mais souterrain, c'est comme pas des rivières, mais c'est comme l'écoulement des volumes d'eau se fait dans une direction. La direction, on ne peut pas le deviner à partir de la surface. Là. Oui, il avait demandé l'étude, puis on peut le poursuivre ou... Non, je ne l'ai pas demandé. OK. On va le Parce qu'à partir de là, c'est beaucoup plus facile de voir s'il y a un déversement en zone, qu'on dirait autant dans les rivières, dans les cours d'eau que sur les sols. Mais les sols, comme en tout cas Trois-Rivières, c'est vraiment patent. Les sols, c'est très sablonneux, et évidemment, ça passe au travers, ça touche la nappe phréatique. Et ça se dirige vers le fleuve de la rivière Saint-Maurice. Vous me rappelez le nom de l'étude? C'est l'étude, je ne peux pas vous dire le nom de l'étude, mais elle a fait réaliser une étude hydrogéologique. Donc, c'était entre 2004 et 2008, j'imagine. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des bien précis. Le consultant Harvey, pour la ville de Trois-Rivières, a fait un rapport d'une 40aine de pages. Il y en a une dizaine qui sont vraiment importantes. Sur cette carte-là, on voit le tracé de l'oléoduc avec l'emplacement des vannes. Et on voit que ça contourne vraiment la ville ici. Comme on peut voir, on est vraiment à la limite. Ici, c'est Saint-Maurice. Ici, c'est Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Et on peut voir qu'on a des zones de aquifères. Et on a des déplacements ici des nappes. Et on a des puits, etc. Et lui, il a regardé les distances. Il a regardé si c'était des terres agricoles, etc. Et il a essayé d'estimer la probabilité qu'il arrive un déversement. Ça, on peut le savoir à partir des vannes de la conduite. Et à partir des distances, on peut voir si le panache pourrait atteindre ces zones-là. Après combien de temps? Est-ce que c'est une question de mois, d'années ou de dizaines d'années? C'est évidemment, il n'a pas été très loin dans son analyse parce que probablement il a disposé que de quelques semaines, quelques mois pour faire son rapport. Mais quand même, il pose le problème. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a un oléoduc avec du pétrole dedans. Et puis, on a une certaine distance qui
sépare cet oléoduc-là des nappes aquifères et comment, par quel moyen ce pétrole-là pourrait malencontreusement se retrouver dans la zone où une municipalité, par exemple, s'approvisionne en eau potable. Et la question a été posée au BAP il y a à peu près un mois. Il y a eu les audiences à Trois-Rivières. On avait dit que la question avait été posée par notre groupe, mais on avait posé la question, ça arrive-tu qu'il y ait des contaminations des nappes aquifères dans les puits d'eau potable par l'oléoduc? Sur place, à ce moment-là, la personne de l'Office national de l'énergie n'était pas capable de répondre et elle a envoyé une lettre au BAP, on attend toujours quelques jours et finalement on reçoit la lettre, évidemment une lettre bien officielle. Et puis la réponse est la suivante, ça vaut la peine de dire. Oui, l'Office a déjà été en présence d'un problème de contamination des eaux souterraines attribuable à un déversement. Le pétrole s'entend. L'objectif premier est de prévenir tout déversement. Cependant, si cela se produit, l'Office attend des sociétés pétrolières qu'elles remédient à toutes les répercussions qui pourraient y être associées. Lorsque cela survient, l'Office poursuit sa surveillance des activités d'assainissement faites par les sociétés jusqu'à une rémédiation des impacts. Donc, ce n'est pas plus précis que ça. On ne sait pas combien de fois, on ne sait pas à quel endroit, etc. Combien ça coûte, combien d'argent coûté, combien... Non, dans ce cas-là, on n'a pas trop d'informations.